Bonsoir, le monde entier célèbre ce jour la journée mondiale de l'eau. Et oui, nous sommes le 22 mars 2018, il est 19 h. Le grand rendez-vous, ça démarre. Sur le grand rendez-vous ce soir, on prône la parité. Vous aurez le temps de le constater, mesdames et messieurs. Il y aura 2 hommes et 2 dames sur ce plateau. Déjà, Georgina Adjanoron, elle est entrepreneure agricole. Elle sera reçue par Estelle Pazou tout à l'heure dans Monde agricole pour parler de la sauvegarde des sols, autonomiser la femme pour un meilleur impact. Nous aurons une autre dame, Karina Bertin-Tchaou. Elle est initiatrice des trophées Femmes de Feu pour parler de femmes et du développement, les femmes battantes à la loupe. Maintenant, on en vient aux hommes. Nous allons recevoir Herman Degla. Il est expert en neurosciences pour parler du sommeil, rôle pour la santé humaine. Ce sera dans Nature et Bien-être. Le dernier plateau consacré à Horizon Culture va recevoir Christian Jossa. Il est conteur. Avec lui, on va parler des panégyriques claniques, nos identités culturelles. Mesdames et messieurs, je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes le 22 mars. Aujourd'hui, journée mondiale de l'eau. Nous allons tout de suite remettre l'antenne à Nadège Sani pour le menu du journal. Le menu dans lequel il y aura un reportage à coup sûr sur la journée mondiale de l'eau. Nadège, bonsoir. Bonsoir, vous heureuse d'annoncer. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir et j'aime particulièrement votre belle tenue. Merci beaucoup. J'ai joué sur 3 couleurs ce soir. Alors, oui, Estelle Pazouellerie, on va la revoir tout à l'heure sur le plateau. Nadège Sani, le menu du 1945 avec vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu ce soir, la journée internationale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Cette année, le thème retenu est intitulé « L'eau, la réponse est dans la nature ». Nous explorerons les différents problèmes liés à la gestion de l'eau au Bénin. D'une journée à une autre, la journée mondiale des forêts sera au cœur du 1945. Elle a été célébrée ce 21 mars sous le thème « Forêts et villes durables ». C'est l'entretien de sites reboisés qui a marqué cette journée au Bénin. Et puis, on fera un tour en République centrafricaine où plus d'1 millier de pêcheurs vivent dans la panique depuis les violences anti-Balaka qui ont repris de plus belle. Ces pêcheurs s'installent de plus en plus sur les îles du fleuve Ubangui. Merci Nadège Sani. On va se dire à tout à l'heure lorsqu'il va sonner 19 h 45 pour suivre le journal. Mais avant, mesdames et messieurs, nous allons ensemble accueillir sur ce plateau Estelle Pazou et Georgina Adjanoron, entrepreneur agricole dans Monde agricole.
La sauvegarde des sols, autonomiser la femme pour un meilleur impact. On va en parler avec deux dames, Estelle Pazou et Georgina Adjanorou. Mais d'abord, on suit ensemble ce reportage. En Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux. C'est ce qu'indique un rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce même rapport mentionne que ce sont essentiellement les femmes qui plantent les graines, s'occupent du désherbage, cultivent et récoltent les produits agricoles. Pas l'ombre d'un doute, la femme est bien au cœur de l'agriculture. Elle a donc sa place et son rôle à jouer pour relever les défis qui s'imposent aujourd'hui à la production agricole. Une production agricole qui baisse d'année en année et pour cause, la faible productivité des sols. Au Bénin, plusieurs départements sont sujets à cette réalité. La Liborie vient en tête avec 3% de sols fertiles contre 91% de sols à fertilité très faible. Le Borgou, 2% de sols fertiles. Dans le Zou, seulement 4% des sols sont encore fertiles. Inverser la balance revient non seulement à l'État, mais aussi aux principaux acteurs, dont la femme. Mais il lui faudra pour cela des outils nécessaires. Et on retrouve Estelle Pazou sur le plateau. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'attendre. Comment vous allez? Je vais très bien. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant pourquoi vous étiez en train de rire? Quand je disais tantôt que j'ai joué sur 3 couleurs, je ne peux pas jouer sur 3 couleurs là? Si, vous pouvez même jouer sur 4 couleurs. D'accord, j'ai compris. Je m'arrête là. Vous avez intérêt, parce que vous ne gagnerez pas de toutes les façons. N'est-ce pas? Ouais. Ok. Mesdames et messieurs, on reçoit ici Georgina Adjanorou, elle est entrepreneur agricole, pour nous parler de la sauvegarde des sols, autonomiser la femme pour un meilleur impact. Merci d'être avec nous ce soir. Merci madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Et vous avez joué sur combien de couleurs? Ah, vous voyez, je suis monocolore, donc une seule couleur. Tout simplement. Alors, tout simplement. Estelle, on va y aller. Alors, hier, sur ce plateau avec Karamat, on avait déjà abordé la question de l'importance, sinon du rôle qu'a la femme à jouer dans la sauvegarde de la productivité des sols. Mais comment faut-il qu'elle fasse? Quels sont les moyens à mettre à sa disposition? Comment autonomiser la femme dans ce combat-là? C'est ce pourquoi on est aujourd'hui ici sur le plateau. Alors, Madame Adjanorou, autonomiser la femme dans le combat de la sauvegarde de la productivité de la terre, qu'est-ce que ça voudra dire concrètement? Bonjour Madame Estelle. Bonjour. Comme on le disait hier, autonomiser la femme dans son désir d'acquérir la terre. C'est un désir totalement, un besoin totalement légitime. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, c'est que la femme ne veut pas entrer dans un conflit ou dans un combat avec l'homme. La femme veut juste sécuriser ses efforts de tous les jours, sécuriser la sueur qu'elle dépense tous les jours au soleil, en se peinant, en donnant tout ce qu'elle a comme énergie, tout ce qu'elle a comme ressources humaines, personnelles, pour trouver le minimum qu'elle peut de la terre, produire, transformer les produits de la terre, les commercialiser. Donc tout ce que la femme recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir sécuriser les efforts qu'elle fournit aujourd'hui vis-à-vis de la terre. Vous imaginez une femme qui se dépense tous les jours au soleil pour pouvoir avoir ses ressources et nourrir sa famille, mettre son foyer à l'aise, préparer l'avenir de ses enfants et qui se retrouve du jour au lendemain sans sa terre, dépouillée de sa terre ou spoliée ou chassée de son exploitation agricole. Vous voyez tout ce que ça fait. Donc aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes résolument engagées dans ce combat-là de l'accès, de la disponibilité d'abord, de l'accès sécurisé des femmes aux ressources terriennes. Et est-ce que la femme a aujourd'hui les moyens de sauvegarder la terre si on la lui donnait? Très bien. Aujourd'hui, c'est effectivement ça la question. La femme n'a pas les moyens. Aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de pouvoir s'approprier son exploitation agricole.
C'est tout l'enjeu de notre présence ici sur ce plateau pour faire vraiment ce plaidoyer-là vers les autorités de ce pays, les autorités en charge de ce domaine, c'est-à-dire le domaine du foncier, pour qu'ils puissent entendre vraiment le cri, les pleurs de ces femmes qui se tuent tous les jours à la tâche, mais qui n'ont pas cette confiance absolue aussi en la terre qu'elles cultivent. À chaque moment, elles ont cette peur au ventre de se dire, mais du jour au lendemain, on peut me chasser. Ça fait que les investissements ne sont pas pérennes. Les investissements pour améliorer la productivité de la terre ne sont pas des investissements colossaux parce qu'elle a peur d'investir dans quelque chose qui ne l'appartient pas. Vous voyez, donc aujourd'hui, tout l'enjeu est là. Donner à la femme les moyens de pouvoir s'approprier ses ressources, la ressource, c'est-à-dire la première, la terre. Lui donner les moyens d'accéder de manière sécurisée à la terre, lui donner les moyens de pouvoir l'entretenir, lui donner les moyens de pouvoir améliorer la qualité et le rendement de ses productions sur son exploitation agricole. Aujourd'hui, nous recherchons vraiment tout ce qu'il faut comme moyen, tout ce qu'il faut comme aide, disponibilité des partenaires financiers, des partenaires sociaux, des partenaires politiques, afin que la femme puisse arriver à ce niveau d'autonomisation. Alors, outre le combat pour acquérir la terre, il y a aussi ce combat-là de sauvegarder la productivité de la terre. Et aujourd'hui, la femme, est-ce qu'elle a les moyens, si on lui donne la terre, est-ce qu'elle a les moyens? Parce que ici, on parle de la productivité. Le rendement baisse d'année en année parce que les sols ne sont plus fertiles. Maintenant, la femme a-t-elle les moyens aujourd'hui, si on lui donnait la terre, de mener le combat de la fertilité des sols, puisqu'elle est très souvent au contact elle-même de la terre, puisqu'elle en bénéficie d'ailleurs. Exactement. La femme, comme vous l'avez dit, au contact de la terre. Aujourd'hui, la femme a bel et bien les moyens d'améliorer la productivité de son exploitation agricole, parce que ici, il s'agit bien sûr de former les femmes. Vous voyez, former les femmes quant aux techniques qu'il faut qu'elles puissent avoir pour pouvoir améliorer le rendement de leur exploitation. Et quand on parle de rendement de son exploitation, hier on parlait des paramètres qui rentrent en jeu pour pouvoir améliorer la productivité de son exploitation. C'est-à-dire quoi? Les conditions atmosphériques, l'air, la charge en oxygène, la charge en CO2. On parlait aussi des conditions climatiques, c'est-à-dire la pluviométrie, c'est-à-dire les températures ambiantes pour pouvoir permettre à la plante de pousser normalement, aux animaux de pouvoir être élevés dans des conditions normales. On a parlé aussi hier de la qualité du sol, d'accord, et des différents aspects qui rentrent même dans la composition des animaux qui vivent tout dans le milieu, dans ce milieu terrien-là qui regorge de tout. Hein. Il y a les insectes, il y a les parasites, il y a les champignons qui agissent en symbiose avec les plantes pour améliorer aussi leur rendement. C'est tout un écosystème. Donc là, hier, vous vous souvenez, on a parlé de l'agroforesterie. Quand on parle de l'agroforesterie, là, on doit former les femmes là-dessus. On doit permettre aux femmes de savoir ce que ça veut dire. L'agroforesterie, c'est allier les ressources naturelles qui sont déjà sur l'exploitation agricole avec une exploitation qu'elle-même, elle voudrait faire voir pousser, d'accord, ou des élevages qu'elle voudrait faire sur son exploitation agricole. L'agroforesterie, c'est allier les arbres, c'est allier tous les végétaux, c'est allier tout ce qu'elle a comme ressources naturelles afin que tous ces éléments-là puissent en symbiose pousser ensemble. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez l'agroforesterie, les avantages, c'est quoi? C'est les arbres. Les arbres, ils ont l'avantage d'augmenter la pluviométrie. Ils ont l'avantage d'augmenter la qualité atmosphérique. Ils ont l'avantage d'améliorer la qualité même de la terre. Je vais vous dire qu'un arbre, par an, il a cette capacité-là de produire, c'est que de retourner au sol 40% de sa matière organique. C'est-à-dire les feuilles qui tombent de l'arbre deviennent en même temps une ressource organique qui est transformée par tout ce qui vit dans le sol. Et la présence de l'arbre en lui-même enrichit déjà le sol. L'arbre permet aussi à l'exploitation agricole de ne pas laisser passer tout ce qu'il y a comme substance, les nitrites et tout ce qu'il y a comme minéraux qui sont nocifs pour l'eau potable.
l'eau qui est sous les nappes, sous les nappes phréatiques, cette eau-là ne doit pas être contaminée par tout ce qu'il y a comme résidus d'engrais et tout ça. Et vous allez voir que les racines des arbres ont cette capacité-là de limiter l'absorption de ces minéraux-là et d'empêcher leur dissolution dans l'eau. Donc aujourd'hui, tous ces paramètres-là, ça relève du domaine technique. Est-ce que la femme du monde agricole, celles qui sont dans les villages éloignés, est-ce qu'elles peuvent maîtriser tous ces paramètres-là afin de les mettre en application? Voilà. Donc, effectivement, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas améliorer, nous ne pouvons pas permettre aux femmes d'améliorer leur exploitation agricole si elles ne sont pas renforcées techniquement. Donc, il faut les formations pour les femmes. Il faut former les femmes. Toutes les femmes qui sont dans les milieux ruraux, qui s'investissent tous les jours, et dans le domaine agricole, qui produisent, on doit pouvoir les former. Il doit y avoir des structures d'encadrement pour leur montrer, pour leur dire, telle technique, il faut l'adopter, il faut adopter telle technique, c'est ça qui est bon, c'est plus économique. Il faut les suivre. Après les avoir formés, il faut les suivre jusque dans l'exploitation agricole, leur montrer comment ça se fait, leur montrer comment ça peut leur permettre de doubler, de tripler leur production agricole et de pouvoir permettre aussi à la société qui est tout autour d'avoir cette sécurité alimentaire qui se dégagera de la productivité des sols. Et tout en sauvegardant par ailleurs la productivité des sols. Exactement. Et maintenant, à qui incombe la formation de ces femmes-là? Qui est-ce qui peut leur donner cette formation? Très bien. Vous savez, là, on rentre dans le domaine agronomique. Donc, tous ceux qui sont formés dans nos universités agronomes, nos universités d'agriculture, dans nos lycées agricoles, tous ceux-là ont les ressources aujourd'hui de pouvoir conduire les exploitations agricoles. Et nous savons qu'ils sont assez dans ce pays-là pour pouvoir donner ces formations-là de qualité. Nous en formons chaque année. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous organiser aussi avec les structures étatiques qui sont déjà proches des communes pour qu'elles puissent encore renforcer leur appui vis-à-vis des exploitations agricoles parce que jusqu'à présent, nous ne sentons pas encore la productivité des sols comme il se doit. À l'entrée de jeu de cette émission-là, on a déjà dit, il y a une fertilité très faible de nos sols aujourd'hui. Depuis la Takora, en passant par le Borou, jusque dans l'Atlantique, le Zou, on a une très faible fertilité des sols. Et c'est dû à la dégradation des sols, aux mauvaises techniques culturelles qu'on emploie aujourd'hui. Et aujourd'hui, si les femmes continuent toujours dans ce système-là, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque d'information, il y a un manque de suivi. L'accès à la terre est très difficile et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens suffisants qu'on donne aux femmes pour pouvoir investir durablement dans la qualité, dans la productivité de leur sol. Et c'est le moment aussi de dire que les femmes sont au centre de la réussite économique de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, notre population est essentiellement féminine. Ouais. Si on veut parler du peuple béninois, on va dire « Ah, le peuple béninois, c'est un peuple féminin ». Donc, nous ne pouvons pas dire que le peuple béninois est un peuple féminin et ne pas pouvoir favoriser cette grande partie du peuple. Ça va de soi. On va plutôt dire que le peuple béninois est un peuple à majorité féminine. Voilà, à majorité féminine. Les hommes vont les hommes, voilà. Donc, vous savez, nous faisons tout pour que nos hommes soient fiers de nous. Nous faisons tout pour que nos hommes soient à l'aise et sereins lorsqu'ils se retrouvent sur leur lieu de travail, se disent leurs enfants sont en de bonnes mains. C'est notre combat, c'est notre leitmotiv de tous les jours. Rose Dallonné, je crois qu'on ne va pas en dire plus. N'est-ce pas? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Oui, elle a tout dit. Merci beaucoup Estelle Pazou. Merci également à vous pour votre passage, Georgina. Merci. Adjanoron, entrepreneur agricole. Avec vous, on parlait de la sauvegarde des sols, autonomiser la femme pour un meilleur impact. Elle nous a développé cela. Et oui, c'est nécessaire. Elle a montré le rôle important, sinon indispensable de la femme dans ce combat. Et oui, indéniable même. Voilà, merci beaucoup Estelle Pazou pour avoir choisi le sujet. On va se dire à lundi avec Aramat. Oui, à lundi. Et oui. Mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous ici. Et après Georgina Adjanoron, on va recevoir une autre dame pour parler des femmes de feu. C'est Esper.
Là où il y a une femme, un feu s'allume, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes de feu sur le grand rendez-vous avec Karina Bertin-Tchaou, l'initiatrice des trophées Femmes de Feu. Et oui, merci d'être là, on vous voit déjà tout à l'heure là. Bonsoir. Bonsoir, Madame Heureuse. Vous vous portez très bien? Très bien. D'accord. Alors, on parle avec vous de femmes et de développement. Les femmes battantes seront à la loupe à travers l'initiative, les trophées Femmes de Feu, n'est-ce pas? Et, mais avant de parler de l'initiative même, est-ce que les conditions de la femme sont aujourd'hui améliorées après les plusieurs années d'échanges que nous menons sur les développements ou sur la thématique? Conditions de vie de la femme doit être améliorée. J'avoue déjà que, pour ma part, je pense que les choses ont évolué un peu quand même. Un peu quand même. Un peu. Quand même... Non, ça a évolué. Vous savez, tout combat se mène sur la durée. Donc... Et vous pensez qu'il n'est pas encore temps que les conditions soient réellement améliorées? Vous savez, l'amélioration n'est pas un fait en soi. Même si nous atteignons un niveau donné, nous allons toujours continuer à demander plus, à chercher à aller un peu plus loin. Donc, ça va, ça évolue, mais on veut plus, on veut mieux. Mais là, pour qu'on ait plus et pour qu'on ait le meilleur, quel débat mener finalement? Est-ce qu'il faut toujours parler de conditions de la femme doit être améliorée, la femme a des droits, ou parler surtout des compétences de la femme? Bon, moi, j'ai toujours dit ça, il faut mener un débat de compétences. Je pense qu'il faut mener un débat de compétences parce que la réalité, c'est que, quel que soit ce qu'on veut, il faut la compétence. On ne peut pas nous promouvoir si nous ne sommes pas compétents. Voilà. On ne peut pas aspirer à des postes de décision si nous n'avons pas la capacité d'occuper ces postes-là. Et c'est de ce débat qu'il s'agit. Il ne faut pas promouvoir la femme pour la promouvoir. Il ne faut pas que nous demandions à accéder à des postes de responsabilité si nous allons aller faire figuration à ces postes-là. Donc il faut mériter. Il faut mériter, il faut être compétente, il faut qu'arriver à ces postes-là, nous démontrons notre capacité à occuper et à être vraiment valable à ces postes-là. Et c'est à ça seulement que nous pourrons drainer d'autres femmes et même d'autres hommes à croire en la femme. Eh oui. Mais selon vous, quelle est aujourd'hui la relation entre la femme et le pouvoir aujourd'hui? Bon, la relation entre la femme... Après toute cette lutte menée. La relation entre la femme et le pouvoir, c'est un peu timide. Ça vient, mais ce n'est pas encore ça. Quand vous prenez le cas aujourd'hui du Rwanda, où le gouvernement est majoritairement ou quand même à un taux assez élevé, il y a beaucoup de femmes au gouvernement, beaucoup, et on sent qu'ils ont donné, ils ont laissé suffisamment de place à la femme pour conduire leur développement, pour amener un plus, pour compléter les hommes, et pour que tout le monde aille pour le mieux et aille de l'avant. De l'avant. Vous avez donné l'exemple du Rwanda, mais qu'en est-il chez nous, ici, au Bénin, sous nos cieux? Non, vous savez, je pense qu'il ne faut pas toujours dire qu'en est-il. Il faut plutôt qu'on raisonne dans le sens qu'est-ce que chacune de nous peut faire. Et c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. Nos sociétés étaient majoritairement des sociétés qui n'acceptaient pas l'évolution des femmes, un certain positionnement de la femme. Aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue beaucoup. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était très rare de voir des femmes au volant. C'était très rare de voir des femmes accepter paraître à la télé. C'était des choses très rares. Aujourd'hui, vous avez quand même tout un monde qui grouille, qui accepte aller devant les médias. On a eu une femme entrepreneur agricole tout à l'heure. Oui, vous avez vu, et elle s'est bien défendue. Moi, j'étais là, je l'observais. Elle maîtrise ce qu'elle dit. Oui. On sent qu'elle maîtrise ce qu'elle dit. Et c'est de ça qu'il s'agit, la compétence. La compétence, et je pense que après ça, tout ira. Tout ira. Il faut que la femme passe au niveau supérieur, qu'on sache que tout en étant femme, parce que ça, c'est un combat que je mène, il faut qu'on reste femme, tout en étant
tout en ayant des ambitions qu'on reste femme. Alors, tout en étant femme, c'est-à-dire de rester femme et de se battre. De rester femme et de se battre. Le débat n'est pas un débat de discuter la place de l'homme. C'est un débat de complémentarité. Finalement, le débat sur la parité entre l'homme et la femme, vous en dites quoi? Bon, vous savez, chacun de nous a ses opinions. Votre opinion à vous? Moi, mon opinion est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de réclamer pour réclamer. Il s'agit d'être valable. Je pense que, vous savez, il y a des femmes à des instances de décision que vous n'imaginez même pas. Bien sûr. Elles sont dans des corporations, à des niveaux donnés que nous n'imaginons pas parce qu'elles sont incontournables. On aura peut-être ces images de la Libérienne, Johnson, Sirleaf. On aura également des images d'autres femmes qui sont même tapées dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, qu'elles ne sont pas médiatisées. Et quand vous avez la chance de les rencontrer, vous dites, waouh, vous n'avez jamais imaginé que des femmes sont dans ces instances de décision, mais elles sont là parce qu'elles sont incontournables, parce qu'elles sont compétentes. Mais finalement, est-ce que les femmes ont besoin de réclamer leurs droits, finalement? Bon, vous savez, on dit, on ne vous offre rien sur un plateau. Il faut toujours réclamer. Ce n'est pas parce qu'on pense que ça évolue qu'on ne va pas crier. On va crier de temps en temps. On va dire, on est là, souvenez-vous de nous. Mais quand on se souvient de nous, et on nous donne un coup de pouce, ou nous-mêmes, nous arrivons à atteindre ces niveaux, il faut que tous les jours, nous cultivions la compétence et que nous méritons, jusqu'à quitter ces postes-là, le fait qu'on nous ait placés là. Et qu'après nous, d'autres femmes puissent profiter de ce que nous avons implanté comme aura, comme capacité à aller de l'avant. Ben là, je me demande s'il ne faudrait pas peut-être commencer par mettre, pas sortir de l'ombre ces femmes qui militent, qui travaillent beaucoup plus dans l'ombre, ces braves femmes. Ces femmes battantes, mais qui sont dans l'ombre. Et c'est ça notre leitmotiv au niveau des trophées femmes de feu. Parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes font de très belles choses dans ce pays. De très belles choses dans ce pays et hors de ce pays. Mais est-ce que leur apport est remarquable pour le développement de notre nation? Leur apport est même très remarquable. C'est très remarquable, mais elles ont appris à rester dans l'ombre. Elles ont appris à passer leur succès aux hommes, à donner même leur succès aux hommes sur un plateau et à accepter de rester derrière pour que ces hommes-là revendiquent leur succès. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit maintenant de pousser ces femmes-là, à aller aussi de l'avant, devant les scènes, se mettre à la lumière, pas pour elles, non seulement pour qu'elles soient reconnues par rapport à leur mérite, mais en réalité pour que d'autres femmes, pour que la génération future puisse s'inspirer de ces compétences et faire mieux qu'elles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et si je comprends bien votre initiative, c'est qu'on ne parle plus désormais derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais déjà, devant ou derrière une grande femme, il y a également un grand homme. Là, on met la femme au devant des choses. Oui. Et vous savez que ce soit, moi je dis souvent que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce qu'il y a une femme qui a accepté de rester à la maison, éduquer les enfants, veiller sur la popote, veiller sur ceci, veiller sur cela. C'est pour ça qu'il est devant. Il est en paix, il va de l'avant parce que celle qui est derrière a su ses arrières. Et de la même manière, lorsque la femme décide d'aller de l'avant, je vous assure tout, je suis femme, et je peux vous confirmer que quand vous avez un homme comme il faut derrière, qui vous apaise, qui vous donne la quiétude nécessaire, qui est là pour vous dire tu peux aller de l'avant. Et quand vous voulez baisser les bras, il est là pour vous dire vas-y, je suis là, tu peux te reposer sur moi, on va toujours un peu plus loin que la normale. Et je pense que c'est la même chose dans les deux sens. Derrière une grande femme, il y a un grand homme et derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors, le trophée Femme de Feu, pour porter la lumière, pour mettre la lumière sur ces femmes battantes, comment vous choisissez ces femmes battantes? Quels sont ces critères
parce que les femmes battantes, vous avez dit tantôt, elles sont surtout dans l'ombre. Comment vous faites pour les mettre au devant de la scène? D'abord, c'est des investigations au départ. Il y a des investigations, il y a des suggestions, il y a les œuvres. Il y a des œuvres. Vous aurez la chance, je vais vous inviter à la soirée et vous allez voir. Il y a des choses formidables que vous passez, vous passez sur des voies, vous rencontrez des gens, vous avez accès à des structures que vous n'avez jamais imaginées que c'est des femmes qui l'ont fait ici au Bénin. Et c'est ces genres de femmes que nous, on récompense par des investigations d'abord, quand c'est nous-mêmes qui avons accès. On a ouï parler, on a eu des bribes de l'information, on va vers, on fouille un peu, on voit. Maintenant, il y a des suggestions. Il y a des gens qui sont en admiration devant les œuvres de certaines femmes qui nous suggèrent certains dossiers. Et maintenant, il y a les œuvres même qui sont là et qu'on constate et qu'on va vers et puis on a les informations. Mais toutes ces informations sont réunies, sont soumises à un jury, à un comité de 10 personnes qui planchent. Donc, par catégorie, vous avez toujours 3 femmes. Et déjà, parlant d'abord du jury, quelles sont les qualifications de ces jurys, de ces membres de jury-là? Nous avons des gens d'opinion publique, nous avons des gens qui sont du secteur des lauréates. Donc, quand, par exemple, je donne un exemple comme ça, j'ai une pharmacienne qui sera nominée, il y a toujours un pharmacien qui est dans le jury. Si c'est vous, une femme des médias, il y a un journaliste émérite qui vous connaît, qui peut attester, qui peut convaincre les autres membres du jury qui ne vous connaissent pas que non, elle est ceci, elle est cela. Donc c'est après ce travail que les nommés ou les nominés de 24 personnes au départ reviennent. Le jury nous envoie maintenant les 8 lauréates que nous, on prime lors de la soirée. Alors, parlons de ces distinctions. Vous avez parlé tantôt de 8 distinctions. Est-ce qu'on peut connaître déjà les différentes distinctions? Alors, nous avons la catégorie femmes d'exploit. La catégorie femmes d'exploit, c'est pour les femmes qui ont passé les normes. Elles ont dépassé les barrières. C'est-à-dire, même la norme de la femme battante, elles sont au-delà de ça. C'est ça, d'exploit. Les femmes d'exploit. Ça, vous avez, par exemple, les professeurs agrégés, qui sont des femmes mécaniciennes, par exemple, qui se retrouvent dans des métiers qui ne sont pas, ou des niveaux qui ne sont pas souvent pour la femme ordinaire, de manière ordinaire. Vous avez la catégorie femmes entrepreneurs. Ça, c'est les femmes qui ont décidé de se mettre à leur propre compte pour implémenter leurs idées, pour aller de l'avant et pour amener un peu plus, pour développer l'économie du pays. Ça, c'est les femmes entrepreneurs. Nous avons votre catégorie, la femme des médias. Des médias, ok. La femme des médias, ça, c'est pour les femmes de médias de manière générale, parce que ce n'est pas toujours aisé d'être femme des médias. Bien sûr. C'est pas facile. On n'a pas idée, mais ce n'est pas du tout facile. On sait tout ce que la société pense de la femme des médias aussi. Donc, c'est ça. Alors, mis à part la femme d'exploit, et je dirais d'ailleurs que ma réalisatrice de ce soir, elle est femme d'exploit parce qu'elle fait un métier très souvent réservé aux hommes. C'est ça, elle est femme d'exploit. Christelle Samora, femme d'exploit. Mis à part ça, on aura... Vous avez femme des médias, vous avez femme entrepreneur, vous avez les femmes de cœur. Ça, c'est des femmes qui sont dans le social. Pour la plupart, les orphelinats, les malentendants, les lépreux, tout ça. Donc, elles s'investissent, elles n'ont presque plus de famille. Leur famille, c'est ces enfants de rue, c'est tout ça. Donc, vous avez les femmes de cœur, vous avez les femmes artistes. Ce n'est pas facile aussi d'être femme et d'être artiste. Vous avez les femmes de sport. Vous n'imaginez pas, nous avons des femmes ici qui sont des habits de wushu. Vous avez des femmes ici qui sont des lutteuses. Des lutteuses comme ça. Et tout ça, c'est au Bénin, mais on ne le sait pas. Elles sont championnes d'Afrique. Elles représentent le Bénin souvent, mais on ne le sait pas. Ça, c'est la femme de sport. Et nous avons, je crois... On a parlé femmes de sport, femmes d'exploit, femmes de médias, femmes de cœur, femmes entrepreneurs. Femmes entrepreneurs et femmes d'entreprise. Alors, femmes d'entreprise, pourquoi? Parce qu'au départ, les femmes n'étaient pas à leur compte. Elles étaient sous
les hommes. Donc, vous allez dans des entreprises, elles sont numéro 2, mais elles sont très compétentes. C'est de ces femmes-là il s'agit. Et puis, vous avez la femme leader d'ailleurs. Alors, Trophée Femme de Feu, c'est chaque année une invitée, un pays invité d'honneur, et une femme leader d'ailleurs qui vient de ce pays-là pour célébrer les femmes béninoises avec nous. Et ça, c'est le 8e prix. Le 8e prix. Mais tout ça, pour recevoir ces prix, c'est gratuit, hein? Vous bénéficiez juste du fruit de vos efforts, c'est cela? Du fruit de vos efforts, parce qu'on tient à ça. Moi, je dis souvent, une récompense, c'est une récompense. Voilà. Une récompense ne s'achète pas. Si vous payez pour avoir une récompense, alors c'est que vos mérites ne sont pas vraiment reconnus. Tout à fait. Ça, malheureusement, il y a de ces récompenses-là. Hein. Il faut payer avant de l'avoir. Donc finalement, quand vous payez pour une récompense, non, vous savez, j'ai des confrères là-dedans, je ne veux pas tirer sur eux. Je dis tout simplement, ces récompenses, je ne pense pas que forcément c'est pour payer la récompense, mais c'est pour soutenir le comité d'organisation. Alors, les femmes de feu seront célébrées encore cette année, ce mois de mars, mois consacré à la femme. Quand précisément? Le samedi 31 mars, à partir de 18h30, à Azalaï, hôtel de la plage. D'accord. On aura 8 nouvelles femmes de feu. 8 nouvelles femmes de feu. Merci beaucoup. Merci à vous, Karina Bertin-Tchaou. Vous êtes l'initiatrice de cette trophée Femmes de Feu, qui sort de l'ombre ces femmes, je ne dirais plus battantes, mais ces femmes de l'exploit. Femmes exceptionnelles. Exceptionnelles, c'est le mot. Et je tiens à ajouter très rapidement que le billet, pour avoir accès à la salle, le billet est à 10 000 francs. Bon, on va pas parler de ça, vous serez taxé là, et moi également. D'accord. L'essentiel est dit. Si on veut d'autres précisions, je crois qu'il y a un spot qui sera diffusé sur peut-être l'ORTB. On peut laisser le numéro? Non aussi? Non aussi, non aussi. Passer par la DRP, quand même il faut faire vivre aussi la maison quand même. C'est clair. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Esper, consacré aux femmes de feu, aux femmes exceptionnelles qui seront mises à la loupe dans quelques jours, ce 28 mars. Le 31 mars, voilà, le 31 mars prochain. Prenez donc le rendez-vous. Mais avant, nous allons poursuivre le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, avec notre expert. Et oui, Herman Degla, elle est là. On va le recevoir tout à l'heure dans Nature et Bien-être. Nature Bien-être s'intéresse au sommeil. Aujourd'hui, quel rôle pour la santé humaine? On va en parler avec, comme je le disais tantôt, Herman Degla, il est expert en neurosciences. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé à cet effet. Le sommeil, normalement, a son rôle que ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisme de l'homme. Dormir et surtout bien dormir, c'est mieux vivre. Lorsque nous dormons la nuit, ce sommeil profond que nous prenons, ça permet en réalité de calmer l'activité cérébrale au niveau de notre cerveau. Malheureusement, on ne dort plus assez et même à des moments donnés, on ne dort pas du tout. Chaque soir, par exemple, nous les jeunes, nous consacrons tout notre temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, et nous ne consacrons plus notre temps au repos. Nous n'avons plus le temps du sommeil. Il y a certains, puisqu'ils ont des exigences, ils ne rentrent pas tôt le soir. Ils doivent encore se réveiller tôt, ils font 4 heures de temps. Pour certains, ils peuvent faire 5 heures de temps et d'autres 6 heures de temps. La réduction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus répandu dans notre société. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance de France, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Quelles que soient les raisons, le cerveau prend toujours un coup. Les matins, quand j'ai cours par exemple à 7 heures, quand je me réveille vite, je me précipite pour aller à l'école. Une fois dans la classe, je somnole. Vous savez que le cerveau est lié aux nerfs du corps. Donc si le cerveau ne se repose pas, qu'est-ce qui se passe? Il vous joue un sale tour le lendemain parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous allez voir que plus vous faisiez d'efforts, mais cette fois-ci, vous rendez moins. Des avis renchéris par le neuroscientifique. Nous forçons à travers des abus modernes pour pouvoir rester debout et à travailler. Mais là, nous sommes en train de mal contrebalancer notre horloge biologique. Mal dormir, c'est risque de
diabète, ces risques de maladies cardiovasculaires, ces risques d'obésité, ces risques de maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire les cancers et les affections données. Et aujourd'hui, c'est encore démontré que lorsque vous avez moins de 6 heures de sommeil et plus de 9 heures de sommeil, vous avez du mal à procréer. Les hommes fabriquent des spermatozoïdes des plus petits et à petite quantité, et les femmes font très vite des fausses couches. Gros dormeur, petit dormeur, lève tôt, couche tard, chacun a son propre rythme de sommeil avec ses horaires et ses habitudes. Mais une dette de sommeil est parfois un choc pour la santé. Cette activité biologique mérite donc la place qui lui revient. Et voilà, on retrouve sur le plateau Herman Degla, expert en neurosciences. Merci d'être là, Herman. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis très heureux d'être là. On est également très heureux de vous avoir. Alors, on parle du sommeil. Quel est son rôle pour la santé de l'homme? Alors, je crois que le sommeil a un rôle majeur, essentiel. Quand je dis essentiel, je parle de l'essence du ciel. Ça veut dire ce qui est important et ce qui est vital. Et donc, vous comprenez que le sommeil, lorsqu'on pulse dans la journée, il faut qu'on aille au calme le soir. Et donc, les choses ont été établies naturellement pour le bon fonctionnement de l'être humain. Et si on ne se cadre pas dans cet état de choses où dans la journée, nous sommes à un rythme donné, et le cerveau fonctionne sur un rythme donné, et dans la nuit, le cerveau fonctionne sur le rythme tout contraire. Et donc, l'équilibrage des choses qui permet à l'homme de pouvoir se préparer pour le lendemain et se livrer à ses activités. Et naturellement, on constate aujourd'hui que le corps fait toujours un retour à l'équilibre dans ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, lorsque le corps se trouve en déséquilibre par rapport à quelque chose et qu'on le livre chaque fois à une activité, il se dit, mais il faut que j'aille manger, il faut que j'aille travailler, il faut que je bouge. Mais on ne va pas tout le temps me livrer à cette activité pour m'en faire dormir. Et donc, le corps lui-même choisit de désensibiliser des choses. Et donc, pendant que lui fait ça, c'est que l'autre se retrouve très très malade. Et maintenant, il cherche ce retour à l'équilibre pour pouvoir compenser les choses. Et ce n'est pas souvent normal et ça ne permet pas à l'homme d'avoir une bonne santé. Et dans le reportage, vous parliez tantôt de l'horloge qui est modifiée, ou est-ce qu'on peut revenir là-dessus? L'horloge biologique qui est modifiée, vous savez, c'est comme je le dis, le jour est fait pour pulser, pour travailler, la nuit c'est pour dormir. Et la reconnaissance de la nuit est faite à travers ce qu'on appelle la grande pinéale. C'est derrière, là, au niveau du cervelet. C'est ça qui nous permet de reconnaître la nuit et de dire, il est temps de dormir. Et vous allez constater que lorsque vous allez au lit la nuit, pour dormir, vous pouvez dormir pendant 4 heures, 6 heures d'affilée. Par contre, dans la journée, lorsque vous dormez comme ça, on dit, écoute, tu développes une pathologie. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un dérèglement au niveau de ton cerveau qui te permet de ne pas pouvoir reconnaître et la nuit et le jour. Maintenant, lorsque les choses sont faites comme ça, pour aller au lit le soir, mais vous prenez sur vous la responsabilité de travailler. Et ceci, ça fait partie des... L'ordinateur nous suit jusque dans notre lit, dans notre matelas. Oui. Et là, les dernières recherches sur le Centre international des recherches sur le cancer a démontré que le travail de nuit est cancérogène. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez à travailler la nuit, oui, vous vous mettez debout. Il y a des gens, soit ils prennent du caféine, des additifs pour se tenir debout. Oui. Et donc, les nerfs sont tendus pour le lendemain, on devient anxieux. Et ça crée même des conséquences concomitantes, voire même des déséquilibres familiaux. On va poursuivre parce que là, ça devient beaucoup plus intéressant. On va poursuivre les échanges après le journal parce que là, mesdames et messieurs, il est 19h45 et on est obligé de retourner l'antenne à la rédaction de BB24 pour le 19h45. Et ce sera avec Nadège Sani. Nadège, à vous l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24, le sommaire. L'eau, la réponse est dans la nature. C'est autour de ce thème que tous les pays du monde réfléchissent en cette journée mondiale de l'eau. Un thème qui appelle non seulement à une prise de conscience, mais aussi à une bonne utilisation de l'eau.
Attirer les investisseurs étrangers, le Bénin y tient. Plusieurs cadres sont depuis mardi en atelier pour revoir les stratégies des échanges commerciaux. Le point dans cette édition. En Centrafrique, près d'1 million de pêcheurs installés sur les îles du fleuve Ubangui vivent désormais dans la peur. Les violences des anti-Balaka sont de plus en plus récurrentes. Les détails dans un instant. Comment utiliser la nature pour répondre aux défis actuels et futurs de l'eau et de l'assainissement? C'est ce qu'on peut comprendre du thème retenu cette année, jeudi 22 mars 2018, pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Un thème qui appelle non seulement à une prise de conscience chez tous les êtres humains, mais les invite également à des actions naturelles pour y faire face. Reportage Amitié Savir, Rodrigue Babagweto. Elle est au cœur du développement durable. Elle n'est pas nécessaire à la vie, mais est la vie. L'eau, denrée salvatrice et vitale pour tout être vivant, est de plus en plus destructrice dans plusieurs pays. Au Bénin, la gestion des ressources en eau est confrontée à plusieurs problèmes. Les problèmes de gestion de l'eau auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont de différents types. D'abord, par rapport à l'accès à l'eau. Il y a également le fait que nous sommes face à des problèmes d'inondation. Et ici au Bénin, nous en connaissons souvent. Maintenant, il y a aussi le problème d'irrigation. Pour chercher de l'eau à irriguer et pour travailler la terre, il y a aussi les problèmes de pollution de la ressource. Autant de problèmes qui tentent tant bien que mal d'être gérés. Cette année, la communauté internationale se propose d'explorer les différentes manières de surmonter les défis de l'eau du XXIe siècle en passant par la nature. Pour cette année, le thème fondamental est l'eau. La réponse est dans la nature. Il s'agit d'un thème qui permet de réfléchir, de sensibiliser les usagers sur les bienfaits de la nature. Comment faire pour que la ressource eau puisse être protégée. Donc à partir de ce moment, le thème c'est amener les usagers, les différentes parties prenantes, les responsables à divers niveaux à protéger la nature. Et en protégeant la nature, nous allons protéger cette ressource fondamentale qu'est l'eau. Et vous savez tous très bien que l'eau c'est la vie. Plusieurs actions sont déjà menées par le Bénin pour protéger certaines sources d'eau. D'autres actions sont à venir. Le PNE, le Partenariat national de l'eau, a déjà, il y a quelques mois, fait des actions au niveau de la tête du Mékrou, dans le bassin versant de la Mékrou au nord du Bénin. Nous avons protégé la tête de cette ressource en mettant un périmètre de protection, en mettant des arbres pour protéger cette source d'eau. Et ça, c'est déjà une action fondamentale. Nous comptons mettre en place des concours sur les divers traitements de l'eau, sur comment protéger l'eau, pour permettre à nos usagers, à nos chercheurs, à nos utilisateurs de nous proposer des méthodes endogènes pour pouvoir protéger la ressource. Le jus de citron, la jacinthe d'eau, la cendre, la plante openta sont entre autres les moyens de dépollution de l'eau pour une bonne irrigation et l'hydraulique agricole. Rien n'est plus nécessaire qu'une goutte d'eau. Hier, 21 mars, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale des forêts. L'édition 2018 a été placée sous le thème « Forêts et villes durables ». Entretien de sites reboisés, mise en terre de nouveaux plans, tel a été le menu de la célébration de cette journée au Bénin. Le slogan est universel, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. Alexis Kenom, Rodrigue Babagweto. Nous sommes dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, plus précisément au quartier Aconville. Ce site, reboisé l'année dernière, est entretenu ce 21 mars 2018 en commémoration de la Journée internationale des forêts. Une journée placée sous le thème « Forêts et villes durables ». Le gaz le plus important que nous dégageons en ville, c'est le dioxyde de carbone, donc le CO2. Et les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène.
Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts. Le thème de cette année, c'est Forêt, ville durable, pour encourager la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades, ce qui se voit dans les autres pays. Les plans n'ayant pas résisté à la sécheresse sont remplacés. L'objectif est clair, les villes béninoises doivent être plus vertes et plus saines. Les espaces autrefois occupés par les populations déguerpies doivent laisser toute autre couleur pour arborer le vert. En ville, comme vous pouvez vous en douter, c'est un puits à carbone, parce que c'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Et ce sont nos poumons verts que nous mettons en ville qui constituent donc les capteurs donc, de ce polluant qui constitue le dioxyde de carbone. Les autorités communales ne sont pas du reste dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, et il y a une structure qui a été mise sur pied. Il y a une cellule qui est là et qui s'occupe de l'entretien. Et la cellule est donc pilotée par le DST, c'est-à-dire le directeur des services techniques. Le système est mis en place le week-end. Les gens trouvent donc des heures spéciales pour s'intéresser à l'entretien de ces plans-là. Nous allons dire et lancer vraiment appel à nos populations pour leur dire ceci. Qu'il n'est pas bon de faire de celui-là un dépôt d'ordures ménagères. Parce que les ordures ne peuvent pas cohabiter avec les plants. D'après l'ONU, plus de 2000 communautés vivent aux dépens de la forêt. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un seul bruit. Le Bénin s'engage de plus en plus à améliorer ses stratégies de politique commerciale. Les cadres et fonctionnaires des services administratifs en charge du commerce examinent les faiblesses et les outils de performance dont dispose le Bénin pour le développement des systèmes d'échanges commerciaux. C'est à la faveur d'un atelier qui s'est ouvert mardi sur la politique commerciale au Bénin. Alexis Kenom, Patrick Adiagodjou. La politique du commerce extérieur ou politique commerciale, une stratégie pour booster la croissance économique, favoriser le libre-échange entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce et aider les pays à sortir du sous-développement. Elle va aussi au-delà d'une simple stratégie de gouvernance. La politique commerciale, c'est un ensemble de mesures qu'un État ou une communauté économique régionale met en place pour atteindre des objectifs commerciaux. Quand on parle de politique commerciale, il faut aussi comprendre qu'il y a l'Organisation mondiale du commerce qui réglemente la majorité de tout ce qui est accord lié au commerce. Toute politique du commerce extérieur repose sur une diplomatie commerciale efficace et une volonté politique efficiente pour sa mise en application effective. Elle exige également plusieurs stratégies. Parmi les éléments de la stratégie, il y a alors les relations commerciales. Quels sont les pays avec lesquels nous allons essayer de tisser des liens commerciaux? Quels sont les pays avec lesquels nous allons signer des accords commerciaux? Et avant de signer ces accords, vous vous dites, qu'est-ce que je gagne en participant à ces relations, en participant à tel accord ou tel accord? Qu'est-ce qu'un pays comme le Bénin peut gagner? Les examens de politique commerciale sont un exercice prescrit dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Au cours de cet exercice, les politiques commerciales et les politiques connexes des pays membres de l'OMC sont examinées et évaluées périodiquement. En 2017, nous avons travaillé sur le PC, c'est-à-dire l'examen de politique commerciale du Bénin. De 2017 à aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, des lois ont été prises? Est-ce que des décrets ont été pris pour qu'on constate encore plus d'évolution dans ce qui a été remarqué pendant
l'examen de la politique commerciale de l'année passée. L'OMC prendra encore en compte tout ce que nous avons fait de plus qui n'est pas déjà connu par l'OMC et permettra de repositionner notre pays. Au thème de cet atelier sur l'examen et le suivi de la politique commerciale, le Bénin renforcera à coup sûr les stratégies de sa politique commerciale dans la sous-région avec le soutien de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le Mali ambitionne de produire 750 000 tonnes de coton, a annoncé le ministère de l'Agriculture. Pour le pays qui est déjà assuré d'occuper le rang de premier producteur africain de coton avec une récolte d'au moins 725 000 tonnes d'or blanc en 2017-2018, ce nouvel objectif sera concrétisé à travers une intensification de la mécanisation et de l'utilisation des intrants, ainsi que par le biais d'une progression des superficies emblavées. L'Angola envisage d'investir 2500 milliards de francs CFA pour développer les projets d'acquisition d'eau dans le pays. L'information a été révélée par le ministre angolais de l'énergie et de l'eau, João Batista Borges. Selon les propos du ministre, les investissements vont porter principalement sur la construction et la rénovation des infrastructures afin de permettre aux populations angolaises vivant dans les zones d'accès difficile à l'eau de bénéficier de l'eau courante. En République centrafricaine, plus d'1 millier de pêcheurs se sont installés depuis décembre sur les îles du fleuve Ubangui pendant la saison sèche. Ils habitaient 300 km en amont. Depuis quelque temps, les violences des anti-Balaka, groupe autoproclamé d'autodéfense dirigé par un chef nommé Joseph Korogo, les contraint à vivre dans la panique. Reportage. Comme chaque jour, Mathias s'installe sur sa pirogue pour arpenter le fleuve Ubangui à la recherche de poissons. Mais depuis décembre, il ne pêche plus dans la zone qu'il connaissait. Il a dû fuir à Bagobolong 2, 300 km en aval du fleuve, pour éviter les harcèlements des anti-Balaka, une milice de la sous-préfecture de Satéma, dirigée par un certain Joseph Korogo. Comme lui, ils sont près de 500 à s'être installés dans des huttes de fortune, sur les îlots qui font face au village. Ces petits-là. Ce qui m'a énervé, c'est que cet homme, Korogo, a détruit l'école et l'hôpital. Lui, le Korogo, s'il voit une pirogue en train de passer, il envoie ses hommes pour ramasser tout ce qu'il y a dans la pirogue. Lui, quand tu passes dans le village, il te prend de force pour te vacciner avec des lames de rasoir. Et si tu refuses, il te brime. Vaccination, un terme qui désigne une cérémonie faite de scarification au rasoir et d'inhalation de chanvre, censé rendre le sujet imperméable aux balles. Les anti-Balaka de la zone où habitait Mathias forcent les pêcheurs à s'y soumettre dans l'espoir de recruter de nouveaux combattants. Cet homme en porte toujours les stigmates. Enlevé sur sa pirogue, il a été ligoté, vacciné pendant 3 heures, racketté et tabassé, avant de s'enfuir. François Kokayeke est le chef du village de Bagobolong 2. Avec son association de pêcheurs, il tente de l'aider, lui et les autres. Il leur a distribué des filets de pêche inutilisés. Mais la cohabitation n'est pas toujours facile. La pêche est devenue moins bonne à cause de l'inflation du nombre de pêcheurs. Comme les pêcheurs n'arrivent pas à avoir de gros poissons, ils ramassent les petits poissons, ce qui diminue les réserves. Pour continuer de gagner sa vie, malgré l'épuisement des réserves de poissons, Mathias n'a qu'un recours, lancer son filet, encore et encore, en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition du 19h45. Merci Nadège Sani. À demain pour une nouvelle édition du 19h45. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour poursuivre le grand rendez-vous avec Herman Degla, expert en neurosciences, qui est l'invité de Nature et Bien-être. Avec lui, on a commencé par échanger sur le sommeil, quel rôle pour la santé humaine. Nous aurons également un autre plateau, le dernier d'ailleurs, consacré au panégyrique clanique, nos identités culturelles. Et ce sera avec Christian Jossa. Il est conteur, il était là en fin de semaine passée. On le reçoit aujourd'hui encore pour parler des panégyriques claniques. Et voilà, on va poursuivre les échanges entamés
avec Herman Degla il y a une quinzaine de minutes. Alors, Monsieur Herman, vous disiez tantôt que le manque de sommeil est la conséquence ou a des effets cancérigènes sur l'organisme. Et oui, c'est les dernières recherches selon le Centre international de recherche sur le cancer et qui a démontré comme quoi le travail de nuit est cancérogène. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est cancérogène, parce que le travail de nuit... tous les gardiens de nuit, là, ah oui, à sont terme, des potentiels malades cancéreux. Oui, vous allez voir les sociétés de gardiennage qui se respectent. Lorsque vous dormez, vous faites une nuit, vous donnent 48 heures de repos ou 48 heures dans la journée pour pouvoir récupérer. Parce que à court terme, on ne va rien constater, mais le problème c'est à long terme, parce que les maladies neurodégénératives prennent naissance dans le cerveau 17 ans avant. 17 ans avant. Les problèmes, ils restent pour votre famille, à vous. Vous aurez fini de travailler, de vous donner pour le travail, mais le répondant, c'est la famille, quoi. Et donc, c'est hyper important de pouvoir réguler ça et de comprendre que le sommeil est quelque chose de majeur. Il faut dormir, comme on le dit, il faut avoir une qualité de sommeil donnée, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, et dans la journée, ça crée des problèmes de fatigue, on n'est pas concentré. Mais par contre, il y en a encore qui dorment, et dans la journée, ils sont fatigués. Et ceux-là encore, il faut les enregistrer, parce que ça cache... C'est un autre problème? C'est un autre problème, ça cache une pathologie. Vous dormez la nuit, mais là, dans la journée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas à vous concentrer, et donc ça cache une pathologie aussi. Et donc, il y a aussi... Est-ce qu'on peut connaître déjà cette pathologie-là? Ça peut cacher le cancer, ça peut cacher les AVC, les maladies cardiovasculaires, les infarctus, le diabète, parce que c'est dit que c'est lorsqu'on dort qu'on fabrique plus de l'insuline, et l'insuline, c'est ce qui va contrebalancer le sucre. Oh oui, le taux de sucre. Le taux de sucre. Or, lorsque vous ne dormez pas bien, vous réduisez à 30% la fabrication de l'insuline. Donc, le taux de sucre monte dans l'organisme, et bienvenue le diabète. Donc, c'est hyper important de pouvoir réguler le sommeil et de dormir au moins plus de 7 heures. Moins de 6 heures et plus de 9 heures. Parce que c'est revenu également dans le reportage. Bon, pour certains, il faut dormir 6 heures de temps par jour. Pour d'autres, 8 heures de temps. Combien de temps par jour doit-on? Je crois... Pas se reposer, mais dormir. Le juste milieu, je crois 7 heures, 7h30, 8 heures maxi, c'est adapté. Moins de 6 heures de sommeil, c'est problématique. Et plus de 9 heures de sommeil, ça devient encore problématique. Ça veut dire que ces personnes-là présentent des pathologies. Parce que le corps humain est fait pour récupérer et pour établir l'équilibre des choses. Et lorsque cet équilibre arrête d'être remis en cause, ça devient dommageable pour le corps et voire pour l'être humain qui possède ce corps-là. Et donc, bienvenue les problèmes. Et quand je dis, lorsqu'on dort, par exemple, le cerveau, c'est vrai, le cerveau ne se repose pas totalement. Le cerveau ne peut pas être en stand-by comme on éteint l'ampoule. Non, lorsque on éteint l'ampoule du cerveau, mesuré par l'électroencéphalogramme, c'est synonyme de la mort. Le tableau, il est plat. Et c'est lorsqu'on mesure à travers l'électroencéphalogramme et qu'il n'y a plus d'intensité magnétique au niveau du cerveau, ça voudra dire que la personne est morte. Ce n'est pas le cœur qui fait qu'on est mort, mais c'est le cerveau qui ordonne le cœur de s'arrêter et s'arrête, on parle de mort imminente. Donc, le médecin ne décerne que le certificat de décès, normalement, après un électroencéphalogramme. C'est ça qui rassure de la mort de quelqu'un. Et donc, lorsqu'on est en repos... Qui rassure que celui-là n'est pas encore dans un sommeil bon. En tout cas, qui rassure que la personne vit ou ne vit pas. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de c'est l'un ou l'autre. Et donc, aussi, avant d'aller au lit, il faudrait quand même faire parler aux enfants de ne pas pouvoir rester sur la télé tout le temps. Automatiquement, quitte la télé, on va au lit. Voilà, comment bénéficier d'un bon sommeil. Voilà. Donc, on ne peut pas quitter automatiquement l'ordinateur et on va au lit, on ne dormira pas. Il faut quitter l'ordinateur 2 heures avant le sommeil parce que ça empêche la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui est aidée à travers la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui régule le sommeil. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, nous on conseille aux gens, quand on parle de veilleuse, c'est la littérature, dormez dans le noir. On dort dans le noir. Et une petite luminosité empêche la mélatonine de se libérer et donc la qualité de sommeil est perturbée, est saucissonnée. Donc on peut peut-être dormir, croyant avoir dormi 9 heures, mais sans récupération. Et donc ça voudra dire que la qualité de sommeil aussi compte. Et pour avoir une bonne qualité de sommeil, n'allez pas au lit avec vos problèmes.
N'allez pas au lit à ressasser vos problèmes de la journée. Parce que c'est dans le sommeil que, à travers l'onde delta, au niveau du cerveau, le sommeil, le cerveau régule les traumatismes de la journée. C'est lui-même qui les règle. Et donc, laissez tomber les problèmes, parce que lorsqu'on dort avec les problèmes, on dort avec l'anxiété, avec la peur, avec le doute, avec l'hésitation. Et donc, là, c'est un mauvais sommeil, en carrément. réalité, on ne dort pas. On ne dort pas. Donc, le mieux, c'est d'aller au lit. Quitter l'ordinateur, tout ce qui est télévision, 2 heures avant le sommeil. Arrêtez de ressasser les problèmes dans le lit. Oubliez les problèmes. Pensez, sommeil profond, ordonnez le cerveau. Tout. Éteignez tout. Toutes les lampes. Dormez même dans les le noir. Si les gens ne peuvent pas éteindre les veilleuses, essayez de cacher ce qu'on met dans l'avion là pour se cacher. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard quand on donne ça dans l'avion. Voilà. Essayez de mettre ça pour faire du noir autour de vous, parce que ce n'est que à cette seule raison que le cerveau libère la mélatonine, l'hormone du sommeil qui permet d'avoir une qualité de sommeil et donc une récupération le lendemain, parce qu'on doit aller travailler, on doit se concentrer pour faire des choses. Et donc, il y a les troubles de l'attention aussi. Alors, le cerveau ne traite que ce sur quoi il porte son attention. Donc, on ne se voit qu'à 12%. Le reste est flou autour de moi. Je vous vois, mais j'ai un champ de vision que je vois. Mais je ne vous vois qu'à 12% en réalité. Donc, le cerveau ne traite que l'information, ce qu'il voit devant lui. Et lorsque vous n'êtes pas attentionné et donc il y a un problème de mémorisation, d'aller contacter votre mémoire de travail et donc la mémoire à long terme. Et donc il y a un problème on n'a pas de réponse aux choses. Ça crée un problème d'estime de soi et d'image de soi, de manque d'estime de soi, de manque d'image de soi, de manque d'amour dans soi et donc manque de confiance en soi. Vous voyez un peu comment tout ça là, le causé sommeil, par un mauvais sommeil ou un manque de sommeil. Juste un manque de sommeil. C'est compliqué là. Mais vous avez dit tantôt qu'il faut savoir dormir, il faut adopter un certain nombre de positions et tout. Parce que quand même, on essaie de dormir 8 heures, au moins ou au maxi par la nuit, mais le lendemain, on se réveille tout fatigué. Vous avez dit tantôt que ça cache également d'autres... Mais est-ce que la position également adoptée pendant le sommeil n'est peut-être pas à la base de cela? Bon, parce qu'une bonne qualité de sommeil, ça englobe tout ça. Bon, la position de sommeil, pour moi, pas trop. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du sommeil. Oui. Je suis un neuroscientifique. Et donc pour moi, lorsque vous vous couchez et que vous ne sentez pas à l'aise dans cette position, ça crée un dialogue intérieur confronté en vous. Et donc, il faudrait que vous retrouviez un bien-être. Lorsqu'on te dit l'habit que tu as porté ne te va pas, mais si toi tu t'y trouves à l'aise, allez, vas-y. Mais si tu ne te trouves pas à l'aise, que les gens te disent non, c'est bien, ça va, mais écoute, il y aura un problème de complexité en toi et donc tu n'auras pas envie de faire des choses. Tout dépend de comment vous vous sentez. Comment vous sentez quand vous prenez une position dormir. Je prends la femme enceinte. Il y a des positions qu'elle n'a pas le droit de prendre quand même. Tout à fait. D'accord. Et maintenant, la femme il y a des femmes qui se mettent dans le lit, excusez-moi le terme, royaux. Quand même, c'est un terme royaux vraiment. Donc, voilà, si elles se sentent bien, elles n'ont qu'à dormir. Maintenant encore, il y a des gens qui dorment et qui ronflent. Il y a tout ça, ça cache. On aura le temps de revenir sur ça. Mais ce qui nous importe le plus, pour les fois venues déjà, parler du sommeil chez l'enfant. L'importance du sommeil chez l'enfant. Parce que, après avoir échangé avec vous dans les coulisses, on a compris que quand même ça a son importance. C'est hyper important. On va pas commencer tout de suite là. La semaine prochaine, si vous nous le permettez. Voilà. Merci donc à vous, Herman Degla, expert en neurosciences, pour nous avoir apporté votre expertise en la matière. Le sommeil, quel rôle pour la santé humaine? On a eu la réponse tout à l'heure. Le dernier plateau, mesdames et messieurs, c'est Horizon Culture. Christian Djossa, conteur, est sur ce plateau pour nous parler des panégyriques claniques, nos identités culturelles. Mais d'abord, on suit ce reportage réalisé par Lucrèce Degla. Agboaklou manklou, ewakunu mogbetue, aihombo mehome mahon, mehome gokun, aliakpanu mokentogbon. Un peuple, une culture. Une culture, une identité. Et l'identité fait aussi bien référence
au passé qu'au présent. En Afrique, notamment au Bénin, les panégyriques claniques d'une ethnie sont un attribut de son identité culturelle. Je veux juste avancer une partie de louange du roi Béhanzin. Béhanzin Baïdjire, Sojo Donma Saouvo, à Ketoi Kefo, à Kefo Laïla Makou, on nous clouté, mon gorge on le monde. Et mon voilà qui me bon bien et tcharako. Faire connaître aux tout petits un pan de l'histoire de leurs ancêtres pour leur permettre de savoir d'où ils viennent, mais surtout pour leur inculquer au travers de contes des valeurs morales. Binayo, Binayo, hey! On est ensemble? Oui. Il était une fois un roi sentant sa mort venir, demandant à 10 enfants du royaume de venir l'écouter. L'art de l'oralité, un vecteur d'éducation propre à l'Afrique. Un canal saisi par l'association Passion Culture pour aller au contact des écoliers dans tous les départements du Bénin. Les enfants ont aimé et apprécié l'initiative. Ce soir, on a fait une réunion, les grands ont fait des contes. Les contes qu'on n'a jamais attendus, ils ont amené des lampes anciennes que nous n'avons jamais vues. Moi, j'ai apprécié. Ils ont bien fait les contes. Et moi, j'ai retenu que l'honnêteté est une bonne chose. Et de voler, ce n'est pas une bonne chose. J'ai retenu des contes qu'ils ont dit. C'est pas bon de voler. Il faut être honnête. C'est pas bon de tricher. Les responsables de cette initiative expliquent la portée de l'instauration d'une telle pratique sur l'intellect et l'éducation de l'enfant. Dans l'ancien temps, ce n'est pas le conte que nos aïeux ont été éduqués. Pas le conte, l'enfant le plus petit sait déjà que dans la vie, je ne dois pas voler, je ne dois pas insulter, je dois respecter les grandes personnes. Regardez les poésies que les enfants récitent, etc. C'est beau, la maîtrise de la langue de Molière, mais ce devoir de mémoire, justement, s'il allait chercher également à travers l'être dans son moi intrinsèque, ce serait un certain pan de notre croissance qui rejoindrait notre pan développemental auquel nous aspirons essentiellement. Donc, le milieu scolaire, il n'est pas banal. Les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation. Mais ils ne le sont pas ou ne le seront pas sans leurs aînés, ces hommes et ces femmes qui transmettent le savoir. Et voilà, oui, on retrouve sur le plateau Christian Djossa. Il est conteur, on l'a eu à travers les images. On parle avec lui des panégyriques claniques, nos identités culturelles. Et ce qui m'a tellement touchée, c'est la manière dont la dame panégyrique là, en langue là, comment on dit ça là? Accord. Accord, voilà. Emlan d'Abianzin. Il y a un voda qui m'a bonon biokuna et tcharako. C'est ça. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve encore. La semaine passée, c'était bien très intéressant. Je suis heureux d'être devant heureuse. Voilà. Oui, vous êtes encore plus heureux. Alors, il paraît qu'il y a des panégyriques claniques, des panégyriques de certains clans du sud qu'on retrouve dans le nord. Comment cela peut s'expliquer? Vous savez, nous sommes tous les mêmes. Et le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pour dire à tous les Béninois que nous sommes tous un. Il n'y a pas un nordique, il n'y a pas de 1 sur 10. Donc, nous sommes en train d'enregistrer les panégyriques. Et les panégyriques que nous avions déjà enregistrés, nous les écoutons. Quand on écoute les panégyriques des autres et des autres, d'une liée et d'autres liées, il y a toujours des phrases communes qui reviennent toujours.
Je prends par exemple, dans des panégyriques, on dit « Aïhon me homemahon ». Aïhon me homemahon. On trouve ça à Porte-Novo aussi. On trouve ça dans Wémé. Et on trouve ça aussi dans le zoo. Aïhon me homemahon, par exemple, c'est des phrases communes qui reviennent très souvent dans les panégyriques. On dit par exemple « Kenkbo kunkumangbo ». Kenkbo kunkumangbo. Ça revient aussi dans les panégyriques. Donc, c'est pour dire aux gens que, au départ, on était tous ensemble. C'est quelque chose qui a fait que chacun a pris sa voix. On peut être 5 membres d'une famille, chacun prend sa voix. L'histoire est là. Quand on prend l'histoire de Porte-Novo, d'Abomey, on sait qu'ils sont des frères et chacun a pris sa voix. Mais il y a toujours quelque chose qui nous unit toujours, ce sont les panégyriques. Oui. Et c'est pourquoi nous on dit que c'est notre identité culturelle. Mais en quoi cela? Voilà, je vais vous dire ceci. Quand vous allez à la banque pour prendre de l'argent, sans votre carte d'identité, vous ne pouvez pas prendre de l'argent. Si vous voulez voyager sans votre passeport, vous ne pouvez pas. C'est ainsi que les panégyriques sont aussi. Je vais vous l'expliquer en vous disant. Il y a une enseignante qui a été affectée dans un village très loin, mais elle avait un enfant. Et chaque matin, elle doit prendre soin de son enfant. L'enfant, c'est un enfant qui pleure tous les matins, lui crée toujours des problèmes. Elle doit prendre soin de cet enfant et être à l'heure à l'école. Un matin, elle s'est levée et l'enfant criait, l'enfant pleurait. Elle a commencé par chanter l'éloge. D'abord, elle a chanté pour elle-même. Et maintenant, elle a chanté pour la famille de son mari, pour l'enfant. Et il y a une dame qui était à côté. Quand elle a commencé par écouter, elle a prêté l'oreille, elle a tout écouté. Elle dit, mais ce sont mes panégyriques. Et là, immédiatement, elle est sortie de sa chambre. Elle est allée taper à sa porte. Elle lui a posé, d'où viens-tu? Elle lui a dit. Et depuis ce jour-là, c'est elle qui prend soin de l'enfant. Et quand l'enseignante elle a compris que c'est ma famille, c'est sa famille. Oui, vous voyez, c'est ce qui nous lie ça. Voilà. Donc, quel que soit Alpha, c'est notre identité culturelle. Les panégyriques, c'est de rendre compte de l'histoire d'une liée, d'une communauté, d'une famille, de nos patriarches. Des gens ont vécu avant nous. Bien sûr. Tu n'es pas issu d'un arbre. Non, pas du tout. Si tu dis aujourd'hui, je ne veux pas mes panégyriques, tu te lèves et dis, je ne veux plus entendre ces panégyriques-là, laissez-moi. Tu peux renier, tu peux nier ton nom de famille. Tu peux changer ton nom de famille. Tu ne peux pas. Impossible. Donc c'est comme ça, toute personne qui se lève, qui dit, je ne veux pas ça, c'est un faux problème. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nous voulons ou pas là, nous voulons d'une liée, et c'est comme ça on fait l'éloge de nos liés. Et puis, je vais vous dire ceci aussi. Nous on dit toujours, toute personne qui ne connaît pas ses panégyriques est comme un arbre debout qui n'a pas de racines. Celui-là, il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Bon, peut-être qu'il n'a pas trouvé l'intérêt de connaître ses panégyriques. Bon, et aujourd'hui, je ne veux pas trop aller dans ces... Parce qu'il y a les religions aujourd'hui et les gens disent non, c'est les panégyriques, c'est Satan, c'est diable, c'est ci. Il faut déjà leur dire que c'est différent d'incantations. C'est différent des paroles incantatoires, c'est différent. Nos panégyriques ne sont pas des paroles incantatoires. C'est toute une histoire. Et quand on dit ces panégyriques, ça vénère, ça rentre, c'est dans le sang. Et quand on commence par chanter, toi qui es là, on te commence par chanter, l'éloge est allié. Forcé, tu dois sentir quelque chose en toi. On va encore suivre, grâce à la réalisatrice Christelle Sagboran, suivre encore quelques panégyriques. Je crois que ce sont des enfants qui nous comptent cela. On va suivre rapidement. Adjadou. Tu ne connais pas, mais tu es Adja, point tiré. Ok, mais non, mamie, non. Boko weton Adjan.
Adjan moyen vogba et non pas vodo kokodo. Mon louvi, mon lou debe. Afogbe vi nous kumai. Toji mando zanudo, me hundo yankovi, me dodo black bavi, me glando we popovi. Sado holo, do be flande. Sado holo, do be flande. Allo les loups. Ojo ni fe ọmọ bambam tí mo bambam mọlẹ ó pokùnú malẹ mú tọgbó ó ṣìkàṣìkà bẹ́ẹ̀ ṣọmọ ẹbẹ mọ ṣọmọ ọmọ ṣẹlẹ zogunmọgbẹ ọmọ sìkìsìkì agbọmọdàrún àfi àìdáhùn fi dáhùn alára klọklọ àlọyàn máa yàn lọ dàgbé apọjíbọ nùmọ lùmọ̀ ọmọ tán wúwe bàbá mi atẹ́ni bí ajé o bàbá mi atẹ́ni bí ajé o ṣẹ̀ṣẹ̀ la bá mi ṣiṣẹ́ tòwú tọmọ ní bá mi ṣoore o ọmọ kìnìún ọ̀jẹ̀ ọ̀ṣìkà ẹ má dùpọ̀. Merci beaucoup Christelle Sagoura. À chaque fois si je pleure ou je suis sincèrement, je me demande maman comment ce petit a pu maîtriser tout ça. Il s'accoulait seulement quoi. Ah oui. Et c'est un travail de base que nous avions commencé. Okay. Hein? C'est depuis 2017 on a commencé ce travail. Et tous les enfants qui ne connaissaient pas les panégyriques, qui ne connaissent pas, nous leur dit simplement, allez déranger vos parents pour connaître vos panégyriques. Cette année, on a commencé encore, on a constaté que les enfants sont allés effectivement vers les parents pour connaître les panégyriques. Et d'ici, oui, il y a d'autres qui n'arrivent pas à un moment donné, ils coupent. Oui. Mais ça va. L'important est qu'ils connaissent un peu déjà, c'est déjà bon. Ils connaissent. Je vais vous dire ceci. On parle, quand on dit à Genu Ananu, Djeto Zogbanu, et on vit nos tigres, c'est des tribus. C'est des tribus. Les panégyriques existaient depuis. Quand vous prenez la Bible, tribu de David, tribu de Judas, c'est des choses qui existaient depuis. Si ces choses existaient depuis, ça doit toujours continuer d'exister. Hein? Donc, on doit revenir à tout ça. On doit revenir à tout ça. Au fait, chez nous en Afrique, précisément au Bénin, nous avons, nous sommes riches en ce qui concerne la culture. Quand on prend les panégyriques, et en plus, tel que l'enfant le dit, c'est rythmé. Ah mais oui, c'est ça. Franchement. C'est ça. Et nous formons même des enfants pour le dire avec des gestes. Oui. Et tout ça là, nous les formons aussi pour ça. Mais à quelle fin est-ce qu'il faudrait connaître ça pour connaître? C'est vrai que bon, ça va vous permettre de reconnaître tel que que vous êtes de telle identité et tout. Mais est-ce que c'est juste à ça que connaître les panégyriques se résume? Non, pas du tout. Pas du tout. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une richesse. C'est une richesse. Hein? Ah, c'est une richesse. Tout à l'heure, je dis, quand on chante l'éloge, je dis par exemple, si je peux dire que c'est un médicament, ça guérit, si c'est possible, ça guérit. Les panégyriques guérissent. Hein? Ça guérit. Et ça résout beaucoup de problèmes. Déjà au foyer. Au foyer, il y a des problèmes. L'enfant qui pleure, ou bien et papa et maman ont des problèmes, l'enfant commence pas à chauffer ou bien faire truc là. Mais quand la maman commence pas à chanter cette panégyrique, elle chante pour elle d'abord, elle chante pour son mari à l'enfant peut... Mais ça se résume, ça. Oh ben, c'est juste circoncis au couple, à la famille. Est-ce que ça a un impact sur la société, sur le développement de notre nation? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Nous sommes au Bénin maintenant. Si nous faisons un regard rétrospectif en arrière, tel que notre pays était avant, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il y a une grande différence. En son temps, quand on prend les panégyriques, ça battait bien son plein. Oui. Quand on prend le conte, ça battait bien son plein. La paix régnait dans la société et tout allait bien et on se comprenait. Je fais une parenthèse en disant, par exemple, quand on dit sous là-bas, palabre, des gens qui ne s'entendaient pas, mais le soir, tous se retrouvaient sous là-bas, palabre, et puis c'est fini.
Celui qui ne doit pas serrer la main. Ça a disparu. Il faudrait que cela revienne. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons vers ces enfants les plus petits. Puisqu'on sait qu'avec eux, on aura un résultat à long terme. Avec ces enfants, ça serait de génération en génération. Quand nous allons les gêner, ils vont gêner les parents. Et je vais vous dire ceci. Nous, en faisant le tout, il y a des grandes personnes aussi qui ne connaissent pas, des vieilles qui ne connaissent pas les panégyriques. Comment cela se fait? Oui. Si eux, ils ne connaissent pas, c'est que les enfants ne peuvent pas. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, si on ne fait pas un travail aujourd'hui, on risque de perdre tous nos patrimoines. Il y a un travail de fond. C'est un travail de fond que nous faisons. C'est vrai qu'on a financement de personnes, mais avec nos moyens, nous sommes en train de, on aura un résultat. Puisque chez nous, si nous avions constaté quand vous avez un projet, il faut toujours attendre l'État. Il ne faut pas attendre l'État. Il faut démarrer. Quand l'État verra ce que vous êtes en train de faire, vraiment, il va accompagner. L'État ne peut pas tout faire. Ça, c'est vrai. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Quand on entend des enfants conter l'histoire de leur culture, citer des panégyriques comme ça, ça fait plaisir et en même temps on se pose des questions, est-ce que soi-même on peut le faire, on peut citer ces panégyriques comme cet enfant le fait. Malheureusement ce n'est pas sûr. Moi par exemple je ne peux pas le faire comme ça, mais à des moments donnés même on a peur, on a honte de nos panégyriques. Très bien. Oui. C'est vrai, on a honte. Parce qu'on dit, il y a certains qui disent, il y a Djogbe et Filifi, Madamada, vous en avez même des cités ici. Voilà, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit la fois de Dieu Gogo Tonoro, Gankeke ou quoi? Et on nous tape au Biomano à Djirala, Zendo, il y a Yogbe, Gogo et Tonoro, Tenklen, et ça t'a possible de dire ça en public. Il y a un peu, dans les panégyriques, il y a encore quelqu'un qui dit que. Ayovivi à Hanvivi. Donc, il y a des choses comme ça. C'est toute une histoire. Les panégyriques ne sont pas c'est une histoire. Et une histoire qui est là. Et il faut la compter. Et cette histoire, je vais vous dire ceci. Oui. Il faut réactiver cette histoire au fur et à mesure. Et qui sont ceux-là qui le font. Qui? C'est dans chaque lieu, il y a des tantes. Oui, des taïnos. C'est eux. Mais quel taïno? Les taïnos sont modernisés aujourd'hui. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est ces gens-là qui, de temps en temps, il y a dans des familles, dans des lieux, c'est après 6 mois. Des familles, dans des familles, après 3 mois. Oui. Il faut réactiver. C'est toute une histoire. Voilà. On ne pourra pas parler de panégyrique en quelques minutes, ce n'est pas possible, mais on saura comment faire pour revenir sur le sujet de temps à autre. Merci Christian Diossa pour déjà votre disponibilité à nous accompagner, à ramener, à revenir sur ces identités, nos identités culturelles sur le plateau du Grand Rendez-vous. Et on se dit à très bientôt. Merci, c'est nous qui vous remercions. Puisque c'est notre devoir. Sans vous, on ne peut pas aussi. C'est notre devoir, notre manière à nous de vous accompagner et d'accompagner la chose culturelle. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Et oui, on était avec un certain nombre d'invités, 2 dames, 2 hommes sur ce plateau pour parler de certain nombre de sujets. Vous avez pu suivre avec nous. Mais avant de prendre congé de vous, on va vous demander de suivre en rappel la météo.
mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce 22 mars 2018. On va se retrouver demain pour un autre numéro du grand rendez-vous. Et oui, d'ici là, portez-vous très bien.